Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer. Bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Je vous présente aujourd'hui la fiscalité liée à la location de biens immobiliers situés aux Émirats arabes unis et donc particulièrement à Dubaï. Alors, la spécificité des Émirats arabes unis et de Dubaï, c'est que lorsqu'on y réside, on bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, pas de retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises, et on a depuis l'année 2023 un impôt société de 9% dont l'application est réduite et dont on peut contourner pas mal de dispositions. Et du coup, on est arrivé à regarder les dispositions de cette convention et se poser des questions en matière d'immobilier, puisque l'investissement immobilier et la valeur de l'immobilier à Dubaï croît régulièrement. Donc l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'acheter un bien immobilier à Dubaï et le louer est un bon investissement, et notamment en termes de fiscalité? Je rappelle que on part du principe que vous êtes résident fiscaux français. Si vous achetez un bien en France, vous allez avoir des frais d'acquisition comprenant les honoraires de notaire de près de 7%, une imposition sur les revenus fonciers qui peut monter jusqu'à 62,2%, y compris en location meublée, même si on amortit le bien, mais l'imposition derrière peut être importante. Et puis, on a une imposition à l'IFI. Dès que le patrimoine net, ça veut dire en tenant compte des dettes, est supérieur à 1 300 000 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Ben, on va commencer par l'essentiel, c'est-à-dire vous achetez un bien. On a vu qu'en France, généralement, en fonction de la valeur du bien, on tourne aux alentours de 7%. Euh, à Dubaï, on va avoir deux paiements à effectuer, un droit d'enregistrement de 0,25% et des frais de transfert de propriété de 4%. Le droit d'enregistrement, il monte même à 0,5 lorsqu'on est sur des locaux commerciaux. Là, on parle vraiment de l'habitation, le cas extrêmement classique. Donc, effectivement, on a un gain par rapport à une acquisition en France, mais c'est surtout pas ça qu'on va aller chercher. Ce qu'on va aller chercher, et c'est un peu plus méconnu, c'est l'imposition sur les loyers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'indépendamment de cela, on a quoi comme débat au départ? Si vous êtes résident fiscal dubaïote et que vous louez des biens, vous n'allez pas avoir d'impôt sur le revenu. Donc, si on est résident fiscal français, il faut aller regarder les dispositions de la convention fiscale pour voir comment cela s'applique. Alors, comme je le dis très souvent ici, ça s'apprend de lire une convention fiscale parce que souvent les personnes, quels que soient les pays, s'arrêtent aux premiers articles et ne vont pas voir la suite. Alors nous, on a quoi? On a l'article 5 qui est plutôt classique, qui est propre aux conventions type OCDE, qui explique que les revenus qu'un résident tire de biens immobiliers situés dans un autre État sont imposables dans cet autre État. Donc, si je suis résident fiscal français, je détiens un bien à Dubaï, je n'ai donc une imposition qu'à Dubaï. Sauf que une convention fiscale, il faut toujours regarder la typologie du revenu concerné. Et puis, les règles contre la double imposition. C'est l'article 19. Vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il faut faire attention à chaque mot et notamment, on verra la différence tout à l'heure avec l'impôt sur la fortune. Là, on vous dit quoi? On vous dit les bénéfices des autres revenus positifs. Alors, ça concerne notamment les revenus immobiliers qui proviennent des Émirats arabes unis qui sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. Alors, imposable, ça veut dire tout de suite
on ne va pas parler immédiatement d'impôt, c'est qu'il faut déclarer les revenus immobiliers. On a beaucoup de destinations où on a un tel mécanisme et on se dit, bah non, si c'est imposé dans un pays, je vais pas l'imposer en France. Et vous allez voir qu'il est essentiel de le faire. Et lorsqu'on le fait pas, on a, comme bien souvent en fiscalité, un retour de bâton avec des intérêts de retard et des majorations. Mais quand on continue les dispositions de l'article 19, on explique que l'impôt payé dans les Émirats arabes unis n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ses revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français. Alors pourquoi on a une, euh, une rédaction telle? Parce que d'abord, on sait depuis toujours qu'il n'y a pas d'impôt aux Émirats arabes unis, mais que de manière fictive, on va créer un crédit d'impôt qui va s'imputer sur l'impôt français. Et donc, vous allez vous retrouver à ne pas payer d'impôt sur les loyers de source d'Ubayotte. Mais il va falloir les déclarer. Et pourquoi on va les déclarer? Parce qu'ils vont rentrer dans la base imposable et dans le calcul du taux d'imposition. Alors je m'explique. C'est une règle très connue, alors comme bien souvent créée par un génie fiscal français, puisqu'en fiscalité on est quasiment champion du monde. Euh, c'est la règle du taux effectif global. On va prendre un exemple très simple. On va partir du principe que vous avez un revenu imposable en France de 30 000 euros et que vous avez gagné à Dubaï 10 000 euros. On est loin de la réalité, peu importe qu'on soit au-dessus ou en dessous, c'est juste pour vous montrer le mécanisme. Donc, en France, vous allez être imposable sur les 30 000 euros de source française, pas sur les 10 000 euros d'Ubayotte. Sauf que votre tranche d'imposition, vous savez qu'on a des tranches 11, 30, 41, 45%, va être déterminée pas en fonction des 30 000 euros, mais en fonction des 30 000 euros plus 10 000 euros de source d'Ubayotte. Ça veut dire que mécaniquement, on risque d'augmenter de tranches et de payer plus d'impôts sur les revenus de source française. Alors ce mécanisme-là, en réalité, il va à l'encontre de ce qu'on écrit bien souvent, dire qu'on n'est pas imposé. Alors effectivement, vous n'êtes pas imposé sur les revenus de source d'Ubayotte, mais ça a un impact sur les autres revenus. Alors bien évidemment, cet impact ne concerne que les personnes qui sont dans des tranches d'imposition peu élevées. Parce que si du fait de vos revenus de source française, vous êtes déjà à 41 ou à 45%, ben, ça ne va pas vous changer la vie. Par contre, si vous êtes dans une tranche basse à 11 ou plus vraisemblablement à 30%, le passage à 45, à 41 risque d'être quand même un peu dur au niveau financier. Donc, grand principe, deux principes, trois principes à retenir, on va dire. On ne paye pas d'impôt sur les revenus de source locative d'Ubayotte. On doit les déclarer parce qu'en les déclarant, ça va avoir une incidence sur votre taux d'imposition. Alors, pour gérer quelques fois dans l'année ces sujets-là, faut honnêtement pas s'amuser à ne pas les déclarer parce que vous verrez un moment où vous voulez vendre le bien, un moment où vous avez rapatrié de l'argent, c'est là où de toutes les manières on va vous dire mais de quoi vous nous parlez? Vous n'avez pas déclaré et pour le coup la prescription revenu de source étrangère peut être de 10 ans puisqu'on parlerait d'avoir non déclaré. Donc, on voit bien qu'on a un grand intérêt à investir dans l'acquisition d'un bien immobilier à Dubaï, et encore plus si on a une tranche marginale d'imposition qui se situe à 41 ou à 45%. Alors, votre tranche marginale, si vous n'avez pas d'avocat fiscaliste, depuis l'imposition des revenus de 2022, on peut le voir en dernière page de votre avis d'imposition. Vous verrez le taux moyen qui a peu d'intérêt et surtout la tranche marginale. Et là, ça vous permettra de pouvoir prendre votre décision.
Je vous rappelle donc, là on a zéro. Si vous êtes résident fiscal français et avec une tranche marginale élevée, vous pourriez avoir jusqu'à 62,2% d'impôt. Ça, c'est le premier point. On a aussi, il faut compter qu'il existe une taxe foncière à Dubaï, même si elle ne s'appelle pas tout à fait taxe foncière, qui est égale à 0,25% de la valeur du bien. Et puis, on a le sujet de l'impôt sur la fortune. On a une mécanique totalement similaire à ce qu'on a vu pour les revenus fonciers. Ça signifie que lorsqu'on lit l'article 16A de la Convention fiscale entre la France et les Émirats, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède une personne qui est un résident d'un État et qui sont situés dans l'autre État est imposable dans cet autre État si la valeur de ces biens est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée. Grosso modo, on explique que si vous avez des biens immobiliers à Dubaï, vous pourriez avoir une imposition dans des cas plutôt réduits. Mais en réalité, il faut, comme à chaque fois, aller voir les dispositions contre la double imposition, et notamment l'article 19. Et là, la rédaction est différente. Vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, sauf qu'on vous parle d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Dubaï. Alors, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune payé à Dubaï. Donc, ça signifie que vous allez pouvoir imputer zéro, et donc que les biens dubaïotes rentrent dans l'assiette de votre impôt sur la fortune immobilière. Alors, pour moi, je ne vois pas ça comme une décision dramatique, parce que on est plutôt ici sur l'analyse de se dire, est-ce que je continue à acheter, à louer des biens immobiliers en France, ou je vais voir un peu à l'international pour diversifier, bénéficier de hausses de marché, alors que nous, on a un marché qui est en train de se bloquer en France. Et donc, de toute façon, que vous ayez votre bien en France ou dans pas mal de pays d'Europe, de toute façon, ça rentrera dans l'impôt sur la fortune français. Donc, vous n'êtes pas obligatoirement perdant. Dernier point important, on a vu le début de vie du bien immobilier, c'était à l'acquisition, la période où on le détient, puis après, on va regarder la plus-value. Alors, la plus-value, c'est relativement simple. Et c'est généralement, il y a un fonctionnement facile puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values immobilières à Dubaï. Et donc, vous allez être imposable en France. En France, en appliquant le régime français et en fonction de la durée de détention. Donc, vous allez vendre le bien et normalement dans les 30 jours, alors ceux qui oublient le font au moment de la déclaration d'impôt, mais bon, l'administration est plutôt compréhensible parce qu'on ne le voit pas obligatoirement, on n'y pense pas obligatoirement, mais dans les 30 jours, on va déclarer la plus-value et la payer. Et donc, on va tenir compte de la tranche de la durée de détention. Vous savez qu'on a une exonération à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et au niveau des contributions sociales en 30 ans. Donc ça, c'est un élément important. Euh, Ne pas l'oublier parce que là, pour le coup, mais c'est pour ça aussi qu'il faut déclarer les revenus fonciers, parce que si vous déclarez pas les revenus fonciers, au moment où vous allez vendre votre bien immobilier, on risque quand même de vous rattraper un petit peu sur l'imposition, indépendamment du fait qu'on regardera quelle est la source du patrimoine qui a permis d'acquérir des biens si cette source n'est pas de source française. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer ce matin. J'ai vu qu'il y avait une question intéressante parce que il y a un moment où on nous dit comment se passe-t-il si on préfère investir dans une société locative des Émirats arabes unis? Alors, en réalité, moi, je le déconseille. Pourquoi? Parce qu'une société est une personne morale. Vous allez rentrer sur un mécanisme
de structures souvent qui ne soient pas transparentes. Et donc, l'avantage de la non-imposition aux Émirats, vous risquez de le perdre. Pas pour un problème d'impôt sur la fortune, d'impôt sur les sociétés, mais parce qu'en France, on va considérer que lorsque vous faites revenir cet argent, c'est une distribution de dividendes. Donc, vous voyez, aujourd'hui en France, selon ce qu'on souhaite faire, on va soit investir dans l'immobilier via du LMNP ou du LMP, location meublée non professionnelle ou professionnelle, ou par le biais de sociétés soumises à l'IS. À l'inverse, aux Émirats, il faut aller sur une détention directe. Donc, autres éléments, il y a effectivement un sujet concernant la CSG-CRDS. Nous, il se trouve que l'administration ne nous a pas demandé de paiement des contributions sociales. Voilà. Dernière chose, on a une autre question concernant comment se passent les déclarations de revenus fonciers en location vide et meublée, les amortissements. Alors, il faut savoir une chose. Lorsqu'on déclare un bien à l'étranger, alors là, il se trouve que on a deux sujets. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais déclarer comme bénéfice, même s'il est non imposable, qu'est-ce que je vais déclarer comme bénéfice? Eh ben, il faut appliquer les dispositions françaises. Donc, si vous êtes sur une location nue, vous allez remplir quasiment une 2044, 2044 ou 2047, comme on commence juste la période fiscale, j'ai un petit doute, mais la déclaration des revenus fonciers. Et de la même manière, si vous êtes en location meublée, LMNP, LMP, vous allez faire le principe d'une vraie déclaration, mais que vous allez bien évidemment pas déposer en France, puisque vous n'êtes pas redevable. Mais c'est ce qui va vous permettre de déterminer votre bénéfice ou votre déficit. Puisque même lorsqu'on détient des biens, même si vous aviez à payer de l'impôt, les dispositions fiscales françaises expliquent qu'on doit appliquer les dispositions fiscales françaises de détermination de l'assiette. Donc, vous réfléchissez comme, comme quelqu'un qui aurait un bien situé en France pour déterminer ce bénéfice ou ce déficit. Il y a juste la détermination et l'annulation par le crédit d'impôt qui est un peu plus compliqué. Faut pas se tromper de case parce que souvent on arrive à un résultat du coup catastrophique et en imposition. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un monde où il n'y a pas d'impôt, donc aux Émirats arabes unis, lorsqu'on investit en immobilier, et du fait de la convention fiscale, on va pouvoir partiellement en bénéficier. Plus vous situez dans une tranche d'imposition marginale élevée, plus ce sera intéressant pour vous. Et puis, oui, vous aurez de l'impôt sur la fortune et vous aurez une plus-value immobilière française, mais je dirais de la même manière que si vous aviez détenu ce bien directement en France. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire du cabinet CBA.